Je m'appelle Bradford, j'ai 32 ans, et j'ai toujours été le mouton noir de la famille, celui dont les choix de vie n'étaient jamais tout à fait assez acceptables. Quand ma sœur Hélène a annoncé son mariage à la plage à Malibu, je m'attendais à une invitation. Au lieu de cela, maman a appelé avec sa voix sympathique et étudiée. « Tu rends juste les choses gênantes pour tout le monde, chérie. » J'ai hoché la tête au téléphone et j'ai dit « Je comprends ». Il n'avait aucune idée de ce que je préparais. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez, car ce drame familial est sur le point de devenir sauvage. Ayant grandi à Westport, dans le Connecticut, signifiait être entouré de vieilles fortunes et d'attentes encore plus anciennes. Notre maison de style colonial sur Maple Avenue était un monument à l'obsession de mes parents pour les apparences, des piliers blancs immaculés, des haies entretenues et une porte d'entrée qui ne montrait jamais une égratignure. À l'intérieur de ces murs, Harold et Judith Adams ont créé un monde où la perception signifiait tout et l'authenticité signifiait des ennuis. Mon père a bâti sa carrière de banquier d'investissement sur une base de poignées de main et de relations de country club. Ma mère s'est consacrée au conseil d'administration d'organismes de bienfaisance locaux et à l'organisation de dîners dont les épouses du quartier chuchotaient pendant des semaines. Entre eux, ils ont construit une vie qui semblait parfaite sous tous les angles, tant qu'on ne regardait pas de trop près. Et puis il y avait ma sœur Hélène. Dès sa naissance, 4 ans après moi, elle a semblé comprendre le contrat familial non écrit. Obtenir de bonnes notes, dire les bonnes choses, porter les bons vêtements, sortir avec les bons garçons des bonnes familles lui venait naturellement au lycée. Quand elle ramenait son bulletin avec des B et des A, les visages de nos parents s'illuminaient de cette fierté spéciale que je voyais rarement dirigée vers moi. Pourquoi ne peux-tu pas t'appliquer comme ta sœur, est devenue la musique de fond de mon adolescence. Pendant qu'Hélène rejoignait le club de débat et le conseil des élèves, excellent pour les candidatures universitaires, je passais des heures dans l'atelier d'art de l'école ou à filmer de courts documentaires sur les coins oubliés de la ville. L'art ne paiera pas les factures, Bradford, disait mon père, sans même lever les yeux de son Wall Street Journal. Tu dois penser sérieusement à ton avenir. La seule personne qui semblait me voir était mon grand-père, Thomas, un professeur d'anglais à la retraite aux yeux bienveillants et aux mains tachées de peinture. Il venait tous les dimanches et me glissait discrètement des livres sur des cinéastes et des artistes. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne peuvent pas, me chuchotait-il, pendant que mes parents étaient distraits. Mais cela ne rend pas ta vision moins précieuse. Le lycée a creusé le fossé. Tandis que je découvrais le cinéma indépendant et que je commençais à expérimenter avec des techniques documentaires, mes parents me poussaient vers des programmes de pré-droit et des stages en entreprise. Les brochures universitaires qu'ils laissaient sur mon bureau présentaient toutes des bâtiments couverts de lierre et des départements d'économie. Pendant ce temps, je postulais secrètement à des programmes de cinéma à travers le pays. L'explosion lorsque ma lettre d'acceptation de la New York Film Academy est arrivée a été nucléaire. Ma mère a versé de vraies larmes. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu gâches ta vie à faire des films que personne ne regardera. Mon père a été plus direct. Je ne paierai pas un centime pour ces déchets. Le grand-père Thomas a secrètement aidé avec les frais de scolarité et les dépenses. Pour mes parents, c'était une trahison des deux côtés. Déménager à New York après l'obtention de mon diplôme, c'était comme respirer enfin après des années sous l'eau. Mon minuscule appartement à Brooklyn est devenu le premier espace qui m'a vraiment semblé être le mien. J'ai trouvé du travail en filmant des vidéos de mariage et des événements d'entreprise pour payer les factures tout en développant mes propres projets documentaires à côté. Chaque petit succès, un court-métrage dans un festival local, une subvention pour un projet communautaire, me semblait énorme, mais à peine enregistré sur l'échelle de réussite de ma famille. Quand je rentrais dans le Connecticut pour des vacances obligatoires, le schéma était toujours le même. Ma mère critiquait ma coupe de cheveux ou mes vêtements dans les 5 minutes suivant mon arrivée. Mon père posait des questions sur mes vraies perspectives d'emploi avant même que les amuse-gueules ne soient servies. Hélène me lançait des regards compatissants mais n'intervenait jamais. Après le dîner, elle me trouvait caché dans le jardin et me chuchotait « Joue juste le jeu, Bradford. C'est plus facile. » Mais jouer le jeu n'avait jamais été ma force. Le Noël de mes 27 ans a tout cristallisé. J'ai amené mon petit ami de l'époque, Scott, un compositeur brillant qui créait des musiques pour des films indépendants. En moins d'une heure, ma mère avait demandé si son passe-temps payait bien. Mon père s'était lancé dans un monologue sur le déclin du tissu moral de la société, et Hélène avait fait semblant de ne pas remarquer la tension en devenant fascinée par son téléphone. Scott et moi avons rompu une semaine plus tard. Ta famille est toxique,
Bradford, a-t-il dit en faisant ses valises. Et tu les laisses faire. Rencontrer Alex a tout changé. Nous nous sommes connectés au Tribeca Film Festival où mon court documentaire sur des artistes immigrés âgés était projeté. Alex était là avec une partition musicale pour le long métrage de la soirée d'ouverture. Quand nos regards se sont croisés dans la réception bondée, quelque chose s'est produit que je n'avais jamais ressenti auparavant. La reconnaissance d'une âme sœur. Alex avait des yeux bruns chaleureux qui se plissaient au coin et un rire qui faisait sourire tout le monde à portée de voix. Mais au-delà de l'attirance immédiate, il y avait quelque chose de plus profond, une compréhension partagée de ce qui comptait. Notre première conversation a duré jusqu'à l'aube, s'étendant de la théorie du cinéma à la dynamique familiale en passant par notre amour commun des orages. Ma famille pense que l'art est quelque chose que l'on fait jusqu'à ce que l'on trouve un vrai travail, a avoué Alex autour d'un café alors que le soleil se levait. Ma famille pense que l'art appartient au musée, pas aux carrières, ai-je répondu. Nous avons tous les deux ri, mais la compréhension entre nous était profonde. Pour la première fois, j'avais trouvé quelqu'un qui n'avait pas besoin que j'explique ou que je justifie mes choix, quelqu'un qui voyait le monde à travers un prisme similaire. Alors que notre relation s'approfondissait au cours de l'année suivante, j'ai pris la décision consciente de garder Alex à l'écart de ma famille. L'expérience passée m'avait appris qu'amener quelqu'un que j'aimais dans l'orbite de la famille Adams ne menait qu'au jugement et à la douleur. Après Scott, je ne pouvais pas supporter de voir quelqu'un d'autre que j'aimais être subtilement diminué pendant le dîner ou poliment exclu des conversations. Ne penses-tu pas qu'il devrait me rencontrer un jour, a demandé Alex après que nous ayons été ensemble pendant 8 mois. Fais-moi confiance, ai-je dit, certaines choses sont mieux gardées séparées. Je n'ai pas mentionné comment ma mère avait un jour commenté que mes choix de vie étaient la raison pour laquelle je n'avais pas été assis avec des cousins à la fête d'anniversaire de ma tante, ni comment mon père avait suggéré que je me calme avant une séance de photos de famille. Au lieu de cela, j'ai construit une vie avec Alex qui existait entièrement en dehors de la connaissance de ma famille. Des week-ends à la côte, des projets collaboratifs qui fusionnaient nos visions artistiques, des soirées tranquilles à cuisiner ensemble dans mon appartement qui semblait maintenant être un foyer pour nous deux. Pour la première fois, je créais des relations basées sur l'authenticité plutôt que sur l'obligation. La liberté était enivrante. L'appel annonçant les fiançailles d'Hélène est arrivé un mardi matin alors que je montais des images pour un nouveau documentaire. Sa voix pétillait d'excitation alors qu'elle décrivait comment Grégory l'avait demandé en mariage pendant leurs vacances à Santorin, villa privée, coucher de soleil en toile de fond, bague en diamant vintage qui avait appartenu à sa grand-mère. C'est merveilleux, Hélène. Je suis heureux pour toi, ai-je dit, le pensant malgré notre relation compliquée. Ma sœur avait toujours suivi le scénario et maintenant elle était récompensée par le fiancé parfait. Grégory Palmer, dont la famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe et dont l'éducation à Princeton avait mené à une carrière florissante dans la finance. Il était, comme ma mère le dirait sans aucun doute, exactement le bon parti. Nous pensons à une cérémonie sur la plage à Malibu, a poursuivi Hélène. Les parents de Grégory ont une propriété là-bas. Ça va être incroyable. Ça a l'air parfait, ai-je répondu, vérifiant déjà mentalement mon calendrier et me demandant les options de vol de New York à la Californie. Maman est déjà en plein mode planification, a-t-elle ri. Tu sais comment elle est. Je savais. Ma mère abordait les événements sociaux comme des campagnes militaires, ne laissant aucun détail non examiné et aucune contingence non planifiée. Je pouvais imaginer les feuilles de calcul et les réunions de fournisseurs remplissant déjà son emploi du temps. Mais au fil des semaines, quelque chose me semblait étrange. Les SMS de groupes familiaux sur les détails du mariage n'incluaient jamais mon numéro. Quand j'appelais à la maison, les conversations évitaient mystérieusement toute mention de la célébration à venir. Même mon cousin Jem, habituellement peu discret, semblait inhabituellement sur la réserve lorsque nous parlions. La vérité est arrivée 6 mois avant la date du mariage, livrée avec le ton de déception sympathique et étudié de ma mère, la même voix qu'elle avait utilisée des années plus tôt pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas amener un ami masculin à son déjeuner du club de jardinage. Bradford, mon chéri, nous devons discuter du mariage d'Hélène, a-t-elle commencé lors de notre appel téléphonique mensuel. Je pouvais l'imaginer assise à l'îlot de la cuisine, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre sa tasse de thé. Qu'y a-t-il à ce sujet, ai-je demandé, bien que quelque chose dans mon estomac se soit déjà noué d'anticipation. Eh bien, Hélène et Grégory ont finalisé leur liste d'invités, et c'est difficile à dire. Elle a fait une pause pour les faits. Nous pensons qu'il serait peut-être préférable que tu n'assistes pas, les mots sont restés en suspens entre nous,
clair malgré les 3000 miles de distance physique. Je vois, ai-je réussi à dire, ma voix étrangement calme. Et pourquoi ça? Tu sais comment sont ces événements, chérie. Les parents de Grégory sont très traditionnels. Le nom Palmer a un poids important dans leur cercle, et-on. Eh bien, t'as tendance à dire ce que tu penses et tes choix de vie plutôt alternatifs pourraient rendre les choses gênantes pour tout le monde. Style de vie alternatif. L'euphémisme de ma mère pour tout ce qui me concernait et qui ne correspondait pas à sa définition étroite de ce qui était acceptable. Ma carrière, mes relations, même ma façon de m'habiller. Hélène se sent très mal à ce sujet, a poursuivi ma mère, bien que j'ai noté que ma sœur n'avait pas passé cet appel elle-même. Mais elle veut que sa journée soit parfaite. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est son moment spécial. J'ai pensé à argumenter, à souligner que mon style de vie alternatif consistait à faire des documentaires et à porter occasionnellement des couleurs plus vives que le bleu marine, à demander ce qui me rendait spécifiquement trop embarrassant pour être inclus alors que des parents éloignés avec plusieurs condamnations pour conduite en état d'ivresse et un cousin germain qui avait été dans une émission de télé-réalité avait apparemment été retenu. Au lieu de cela, je me suis entendu dire « Je comprends ». Oh, Bradford, a soupiré ma mère, soulagée par mon acceptation apparente. Je savais que tu serais raisonnable. C'est pourquoi nous avons toujours apprécié ta maturité. Après avoir raccroché, je suis resté immobile à mon bureau pendant près d'une heure. À travers la fenêtre, New York poursuivait son rythme effréné. Des klaxons de taxi, des bavardages de piétons. Le clang rythmique de la construction. Tandis qu'à l'intérieur de mon appartement, le temps semblait suspendu. Quand Alex est venu ce soir-là, un seul regard sur mon visage a suffi. Qu'est-ce qui s'est passé? A demandé Alex, posant les sacs de plats à emporter et venant s'asseoir à côté de moi sur le canapé. J'ai expliqué l'appel, ma voix plate alors que je racontais les paroles de ma mère. C'est plus que cruel, a dit Alex, les yeux brillants de colère. C'est le mariage de ta sœur. Apparemment, je ne suis pas assez fréquentable pour les Palmer, ai-je répondu, tentant un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Trop de risques. Je pourrais dire quelque chose d'honnête ou porter la mauvaise couleur de cravate. Alex m'a pris les mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Que puis-je faire? Débarquer sur la plage? Créer une scène qui ne ferait que leur donner raison. J'ai secoué la tête. De plus, l'invitation n'a jamais été à moi de la réclamer. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, j'ai fait défiler Instagram et j'ai vu que mon cousin Jem avait posté des photos de la fête de fiançailles d'Hélène. Un événement dont je ne savais même pas qu'il avait lieu. Les photos montraient toute ma famille élargie réunie au country club de mes parents. Des tantes, des oncles, des cousins à qui je parlais à peine, tous souriant dans leur tenue soigneusement coordonnée. Ma grand-mère portant son collier de perles. Même mes cousins germains adolescents de Chicago avaient fait le voyage. Tout le monde était là, sauf moi. Les jours suivants, d'autres preuves de mon exclusion délibérée ont émergé. Un email de groupe sur la coordination des vols vers la Californie qui m'avait accidentellement inclus avant que quelqu'un ne le rappelle à la hâte. Des publications Facebook de parents discutant des réservations d'hôtels. Un SMS de ma tante demandant mes restrictions alimentaires pour le dîner de répétition qui a été rapidement suivi par un « Désolé, mauvais numéro ». Chaque découverte était une coupure de papier, petite mais cuisante. J'ai envisagé de confronter directement ma sœur, mais qu'est-ce que cela aurait accompli? Hélène avait toujours évité les conflits, surtout quand il s'agissait de nos parents. Elle avait choisi son camp il y a longtemps, s'adaptant pour répondre à leurs attentes tandis que j'avais refusé de plier. Ce mariage était le point culminant de ses efforts de toute une vie pour être la fille parfaite. Mon exclusion était simplement le prix de sa journée parfaite. Pourtant, un souvenir ne cessait de refaire surface. Hélène et moi, à 8 et 12 ans, construisant des châteaux de sable élaborés lors de rares vacances en famille alors que nos parents étaient distraits par leurs propres amis. Pendant des heures, nous avions travaillé côte à côte, son attention méticuleuse aux détails complétant mes élans créatifs. Quand la marée est montée, nous nous étions tenus la main et avions regardé notre création se dissoudre dans les vagues, gloussant de l'impermanence même de nos meilleurs efforts. La prochaine fois, on le construira plus haut, avait-elle promis. Mais il n'y a jamais eu de prochaine fois. Adolescents, nous nous sommes glissés dans nos rôles assignés. Elle, la performante, moi, la déception. Maintenant, adultes, le gouffre entre nous semblait infranchissable. Malgré tout,
j'ai envoyé un cadeau de mariage, un vase en cristal fait à la main par un artiste que j'avais documenté dans mon dernier film. La carte disait simplement « Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Amour, Bradford ». La réponse d'Hélène est venue 3 jours plus tard, un SMS qui disait « J'ai reçu ton magnifique cadeau. Merci beaucoup. » Aucune mention de mon absence. Aucune reconnaissance de l'éléphant entre nous. Juste une appréciation polie suivie d'un silence. L'histoire d'Alex et moi a commencé 2 ans avant l'annonce du mariage de ma sœur, un soir pluvieux d'avril. Le Tribeca Film Festival présentait mon documentaire sur des artistes immigrés âgés vivant à New York, des personnes qui avaient fui la guerre et l'oppression pour se retrouver oubliées dans un nouveau pays, leur contribution culturelle négligée. Le film avait été un travail d'amour, tourné les week-ends et monté tard dans la nuit après mes contrats rémunérés. Quand les lumières se sont rallumées après la projection, le modeste public a applaudi avec un enthousiasme sincère. Parmi eux se trouvait Alex, grand, avec des yeux pensifs et un sourire contagieux que j'ai immédiatement remarqué lors de la séance de questions-réponses. « Votre film a trouvé la beauté dans l'oubli », a dit Alex lorsque nous avons été présentés à la réception par la suite. C'est rare. Nous avons fini dans un restaurant ouvert 24h24 dans le village, à parler jusqu'à l'arrivée des employés du matin. J'ai appris qu'Alex était un compositeur qui créait des bandes sonores pour des films indépendants, avec une formation classique mais une passion pour la musique expérimentale. Notre conversation a coulé de l'influence artistique aux souvenirs d'enfance en passant par des rêves encore non réalisés. Je veux créer une œuvre qui fasse que les gens se sentent moins seuls, m'a dit Alex en remuant son café alors que l'aube se levait à l'extérieur des fenêtres embuées. De la musique qui leur rappelle qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. C'est exactement pourquoi je fais des documentaires, ai-je répondu, surpris par la symétrie de nos ambitions. Pour éclairer des liens que les gens pourraient autrement manquer. Notre deuxième rendez-vous était au Metropolitan Museum of Art, où nous avons erré dans les galeries, nous défiant mutuellement de trouver les pièces qui racontaient les histoires les plus convaincantes. Notre troisième était un voyage spontané à Coney Island pendant une vague de chaleur inhabituelle en mai, où nous avons fait un tour sur le cyclone et mangé de la barbe à papa jusqu'à ce que nos langues deviennent bleues. L'été, nous passions la plupart de nos nuits ensemble, soit dans mon appartement de Brooklyn, soit chez Alex dans le Queens. J'ai découvert qu'Alex ne pouvait rien cuisiner d'autre que des œufs brouillés, mais qu'il faisait les meilleures playlists pour les moments de tous les jours, le café du matin, les promenades du soir, les insomnies de minuit. Je me suis surpris à attendre avec impatience les petits rituels que nous avons créés, les marchés de producteurs le dimanche matin, les soirées dansantes impromptues dans le salon, la lecture à voix haute des livres que nous explorions. Le moment où j'ai su que notre relation était quelque chose d'extraordinaire est arrivé lors d'un tournage de documentaire dans le nord de l'État de New York. Je filmais un reportage sur les fermetures d'hôpitaux ruraux et Alex était venu pour enregistrer des sons d'ambiance pour d'éventuels éléments de partition. Après une interview particulièrement émouvante avec une famille qui avait perdu sa grand-mère parce que la salle d'urgence la plus proche était maintenant à 1 heure de route, je me sentais vidé et découragé. Sans un mot, Alex m'a conduit dans une prairie derrière notre motel, a étalé une couverture et a sorti un petit pique-nique d'un sac à dos. Rien d'extraordinaire, juste du fromage, du pain et des pommes. Nous sommes restés allongés là alors que le coucher de soleil peignait le ciel de couleurs impossibles. Sans parler, juste en étant. À ce moment de silence partagé, je me suis senti plus compris que je ne l'avais jamais été dans la maison de mon enfance avec toutes ses règles et ses attentes. Je t'aime, ai-je dit, les mots sortant sans planification ni préparation. Alex a souri et a serré ma main. Je sais. Je t'aime aussi. Ce n'était pas grandiose ou dramatique, juste une certitude tranquille, la reconnaissance de quelque chose qui était vrai depuis un certain temps. Alors que notre relation s'approfondissait, j'ai pris la décision consciente de ne pas présenter Alex à ma famille. Après le désastre avec Scott des années plus tôt et d'autres rencontres douloureuses entre mes parents et des amis qu'ils jugeaient inadaptés, je ne pouvais pas supporter de soumettre quelqu'un que j'aime à leur jugement. Alex a compris, ayant vécu des désapprobations similaires, bien que moins graves, de la part de parents conservateurs. Les familles sont compliquées, a dit Alex. Nous avons le droit de décider du pouvoir que nous leur donnons sur notre bonheur. Au lieu de cela, j'ai été accueilli dans le monde d'Alex. Des dîners du dimanche avec les parents d'Alex dans leur modeste maison du New Jersey, où la conversation coulait librement et les rires étaient abondants. Le père d'Alex, Frank, un professeur de musique de lycée, posait des questions réfléchies sur mes documentaires et écoutait réellement les réponses. La mère d'Alex, Diana, une infirmière avec un sens de l'humour féroce,
me traiter comme si j'avais toujours fait partie de leur famille. C'est agréable de voir Alex avec quelqu'un qui comprend, m'a dit Diana un soir alors que nous faisions la vaisselle ensemble. La vie artistique n'est pas facile, mais ça en vaut la peine quand on trouve ces gens. Vos gens. L'expression m'a profondément frappé. J'avais passé tant d'années à me sentir comme un étranger dans ma propre famille. Et maintenant, cette femme reconnaissait nonchalamment qu'il y avait, mes gens, là-bas et que je pourrais être l'un d'eux. Ensemble, Alex et moi avons commencé à collaborer sur des projets qui fusionnaient nos visions artistiques. Je partageais des montages bruts de mes documentaires, et Alex composait de la musique qui capturait en quelque sorte exactement les notes émotionnelles que j'essayais d'atteindre. Nous avons créé un court-métrage sur les jardins communautaires urbains qui a été sélectionné par plusieurs festivals de films sur l'environnement. Les critiques ont spécifiquement mentionné comment la narration visuelle et la partition musicale fonctionnaient en parfaite harmonie. Tu me rends meilleur, ai-je dit à Alex après notre première cérémonie de remise de prix où nous avions remporté le prix du meilleur court-métrage documentaire dans un petit mais respecté festival. Nous nous rendons meilleurs l'un l'autre, a été la réponse. La demande en mariage a eu lieu lors d'un voyage de travail en Islande où je tournais des images pour un documentaire sur l'énergie géothermique et son impact sur la communauté. Nous avions fait une randonnée jusqu'à une cascade isolée, loin des sentiers touristiques. Alors que la lumière de l'arc-en-ciel jouait dans la brume, Alex s'est agenouillé sur le sol moussu et a ouvert une petite boîte en bois contenant une simple bande d'argent torsadée. « Je ne veux rien de traditionnel, » a dit Alex, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement des chutes. « Mais je veux tout avec toi, pour toujours. Veux-tu m'épouser ?» J'ai dit oui avant même que la question ne soit entièrement posée, tirant Alex dans une étreinte qui a failli nous faire basculer tous les deux dans le ruisseau glaciaire. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés dans notre petite chambre d'hôte, écoutant le vent islandais, nous avons commencé à planifier notre mariage. Non pas comme une performance pour les autres, mais comme une célébration sincère de ce que nous avions trouvé ensemble. Petit, avons-nous tous les deux convenu immédiatement, avec seulement les personnes qui nous voient vraiment. Quelque part de beau mais de significatif, a ajouté Alex, pas chic pour le plaisir d'être chic. Et pas de tenues assorties, de palettes de couleurs ou de ces trucs mis en scène. J'ai ri en pensant au tableau Pinterest de mariage que ma mère avait créé pour Hélène des années avant même qu'elle ne soit fiancée. Nous avons opté pour un endroit de montagne isolé dans les Catskills où la famille d'un ami possédait un chalet avec des vues à couper le souffle. Notre liste d'invités ne comprendrait que nos amis les plus proches, les personnes qui avaient soutenu notre relation et notre travail créatif sans condition ni jugement. Pendant un bref instant, alors que nous discutions des détails, je me suis demandé si je devais inviter ma famille. Malgré tout, ils étaient toujours mon sang. Peut-être que voir Alex et moi ensemble, témoins de notre bonheur, pourrait combler une partie de la distance entre nous. C'est à toi de décider, a dit Alex quand j'ai soulevé la question. Mais demande-toi si leur présence ajoutera de la joie à notre journée ou du stress. Célébreront-ils nous ou nous toléreront-ils simplement? La réponse m'est venue clairement une semaine après notre retour d'Islande, lorsque j'ai reçu un SMS de ma mère en réponse à une brève mise à jour sur la sélection de mon dernier documentaire pour un prestigieux festival. « C'est bien, chérie », a-t-elle écrit. « Mais quand vas-tu poursuivre quelque chose de plus stable ?» Le Grégory d'Hélène vient d'être nommé associé dans son cabinet. À ce moment-là, j'ai su que notre mariage resterait privé, non par dépit, mais par autopréservation. Nous célébrerions avec la famille que nous avions choisie, pas celle dans laquelle j'étais né. En juin, mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux sont devenus un défilement continu de la migration de ma famille à Malibu pour le mariage d'Hélène. Des cousins ont posté des selfies à l'aéroport avec des légendes comme « Californie, nous voilà ». Des tantes ont partagé des photos du luxueux complexe hôtelier où tout le monde séjournait. Même mon père, qui interagissait rarement avec les réseaux sociaux, est apparu sur une photo de groupe au dîner de répétition, l'air mal à l'aise mais présent dans son costume sur mesure. J'aime, ma cousine préférée est la rebelle non officielle de la famille, bien que sa rébellion ne s'étende qu'à choisir les relations publiques plutôt que le droit ou la finance, m'a envoyé des mises à jour périodiques. Ta mère n'arrête pas de dire aux gens que tu avais des engagements professionnels inévitables, a-t-elle texté à côté d'une photo du lieu de la plage en cours de décoration avec des milliers de roses blanches et d'éléments en cristal. Juste pour ton information. Un autre message est arrivé pendant le dîner de répétition. Grand-mère a demandé où tu étais. Ta mère a changé de sujet si vite que j'ai eu le tournis. J'ai apprécié la gentillesse de j'aime, mais j'ai trouvé chaque message de plus en plus douloureux. J'avais passé des années à accepter l'acceptation conditionnelle de ma famille,
mais voir la preuve de cette exclusion finale d'un événement où même des parents éloignés et des associés commerciaux avaient été accueillis coupés plus profondément que prévu. Le matin du mariage d'Hélène, mon téléphone a sonné avec un appel surprise. Le grand-père Thomas. Je boycotte cette farce, a annoncé sa voix rauque sans préambule. À 84 ans, mon grand-père avait depuis longtemps abandonné les mondanités sociales au profit d'une honnêteté brutale. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi, ai-je dit, touché mais inquiet. Tu devrais être là pour Hélène. Il ne s'agit pas de toi ou d'Hélène, a-t-il répondu. Il s'agit d'intégrité. Toute célébration qui exclut délibérément quelqu'un parce qu'il ne correspond pas à un moule superficiel ne vaut pas la peine d'être célébrée. J'ai dit exactement ça à ta mère. Je pouvais imaginer la réaction de ma mère, le sourire crispé, le rejet rapide, les plaintes ultérieures sur la face difficile de mon grand-père. Elle avait depuis longtemps perfectionné l'art de supprimer les vérités gênantes. Comment Hélène gère-t-elle tout ça, ai-je demandé, sincèrement curieux des sentiments de ma sœur. Le grand-père Thomas a soupiré. Elle est devenue une sacrée actrice. Elle a l'air assez heureuse en surface, mais il y a quelque chose de répété dans tout ça, comme si elle jouait un rôle qui lui avait été assigné plutôt que de vivre un moment. Cet après-midi-là, Jem m'a envoyé un lien de diffusion en direct discret pour que je puisse regarder la cérémonie depuis mon appartement de Brooklyn. Alex était assis à côté de moi, sa main stable dans la mienne, alors que j'observais ma sœur promettre sa vie à Grégory sur fond de vagues parfaites de l'océan. Hélène était magnifique dans sa robe de créateur, ses cheveux arrangés en un chignon élaboré qui a sûrement pris des heures à créer. Mes parents rayonnaient au premier rang, ma mère tamponnant ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Toute la scène semblait tirée d'un magazine de mariage de luxe. Esthétiquement impeccable et totalement dépourvu d'émotions authentiques. Les discours de la réception ont souligné mon exclusion. Mon père s'est levé pour porter un toast au couple, un verre de champagne cher captant la lumière dorée du soleil californien. Aujourd'hui, tous ceux qui comptent sont ici pour célébrer Hélène et Grégory, a-t-il annoncé sous des murmures d'approbation. La famille a toujours été notre fondement, et voir notre fille continuer cette tradition nous apporte une fierté incommensurable. Tout ce qui compte. L'effacement désinvolte m'a piqué. Plus tard, Jem a rapporté que l'oncle Robert, connu pour abuser de l'alcool lors des réunions de famille, avait demandé à voix haute « Où est le frère artiste, Bradford, c'est ça ?» Je pensais qu'il enregistrerait ce truc. Selon Jem, ma mère avait rapidement redirigé la conversation avec un charme exercé, tandis que mon père avait lancé un regard noir jusqu'à ce que Robert s'intéresse intensément à son dessert. Le plus révélateur a été le récit de Jem surprenant les parents de Grégory interrogeant Hélène sur son frère absent qu'ils avaient vu sur de vieilles photos de famille mais qu'ils n'avaient pas rencontré. Hélène avait l'air de pouvoir craquer d'une seconde à l'autre, a écrit Jem. Puis ta mère est intervenue avec une histoire sur toi étant en Europe pour un festival de films. Le père de Grégory semblait confus puisqu'il venait de parler à quelqu'un qui avait mentionné que mon documentaire jouait à Chicago le mois prochain. En lisant ces mises à jour, j'ai senti un calme étrange s'installer sur moi. Pendant des années, je m'étais battu pour une place à une table où je n'avais jamais été vraiment le bienvenu. Je m'étais édité, je m'étais excusé pour mon existence, et je me suis quand même retrouvé effacé quand ça comptait. L'énergie que j'avais dépensée à chercher l'approbation de personnes déterminées à ne pas la donner m'a soudain semblé être l'investissement le plus inutile de ma vie. Ce soir-là, alors qu'Alex et moi nous promenions dans Prospect Park, le soleil couchant peignant Brooklyn de tons dorés doux, si différent de la luminosité crue de la Californie, j'ai pris une décision. J'en ai fini, ai-je dit simplement. Fini d'essayer d'être assez bien pour eux. Fini de m'excuser pour qui je suis. Alex a serré ma main. Il était temps. Nous créons quelque chose de réel, ai-je continué, mes pensées se cristallisant à mesure que je parlais. Notre mariage ne sera pas parfait à leurs yeux, mais il sera parfait pour nous parce qu'il sera honnête. C'est ce qui compte, a acquiescé Alex. L'authenticité gagne toujours à la fin. Alors que l'obscurité tombait sur New York, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ma sœur était maintenant mariée dans le genre de vie que nos parents avaient toujours voulu pour nous deux. Elle avait choisi son chemin tout comme j'avais choisi le mien. La différence était que j'étais enfin pleinement en paix avec mon choix. 3 mois après l'extravagance de la plage d'Hélène, Alex et moi nous tenions ensemble sur une crête de montagne dans les Catskills, regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances à couper le souffle de rose et d'or. Contrairement à l'événement minutieusement mis en scène de ma sœur, notre jour de mariage a commencé dans une intimité tranquille. Juste nous deux,
marchant jusqu'à notre lieu de cérémonie avant l'aube, nous tenant la main et nous arrêtant de temps en temps pour admirer la vue. Nous avions choisi début octobre pour l'équilibre parfait entre une température confortable et un feuillage d'automne spectaculaire. Les arbres qui nous entouraient flamboyaient de rouge, d'orange et de jaune qu'aucune palette de couleurs de créateur ne pourrait égaler. La nature avait décoré notre lieu plus magnifiquement que n'importe quel organisateur de mariage n'aurait pu le faire. Notre nombre total d'invités était de 10, la famille que nous avions choisie plutôt que celle dans laquelle nous étions nés. Les parents d'Alex, Franck et Diana, étaient arrivés la veille, nous aidant à préparer le chalet avec des décorations simples de fleurs sauvages et de lumière scintillante. Mon grand-père Thomas avait fait le voyage malgré son arthrite, déclarant que « des chevaux sauvages ne pourraient pas m'empêcher de te voir correctement célébrer ». Nos amis complétaient le cercle. Devon, un collègue cinéaste dont j'avais toujours admiré l'œil artistique, son partenaire Jordan, un professeur de littérature qui m'avait fait découvrir des livres qui ont changé ma perspective. Maya et Sanjay, des sujets de documentaires qui étaient devenus de chers amis. Rachel, ma première colocataire à New York, qui m'avait prêté du matériel de caméra quand je ne pouvais pas me le permettre. Sa femme Tessa, une chef qui avait créé notre menu de mariage simple mais parfait. Et Carlos, un ingénieur du son qui avait travaillé avec Alex sur plusieurs projets. Il n'y avait pas de tenues assorties, pas de palette de couleurs, pas de photographie mise en scène. Devon, avec son approche artistique caractéristique, a documenté la journée de manière discrète, capturant des moments authentiques plutôt qu'une perfection posée. Notre cérémonie a commencé alors que le soleil franchissait la crête de la montagne. Nous avions écrit nos propres vœux, parlant avec le cœur de ce que nous avions trouvé l'un en l'autre et de ce que nous espérions construire ensemble. Il n'était pas question d'obéissance ou de rôle traditionnel, juste des promesses honnêtes de partenariat, de soutien et de croissance continue. Je te choisis, a dit Alex, la voix claire dans l'air du matin. Non pas parce que tu me complètes, mais parce que tu me mets au défi d'être plus complètement moi-même. Je te choisis, ai-je répondu, parce qu'avec toi, je n'ai jamais à être moins que ce que je suis pour être aimé. Le grand-père Thomas a officié, son parcours académique donnant du poids à ses paroles et sa connaissance personnelle de mon parcours ajoutant une profondeur émotionnelle. Quand il nous a déclarés mariés, le petit rassemblement a éclaté en acclamations sincères qui ont résonné dans la vallée en contrebas. Notre réception a eu lieu dans le chalet rustique, transformé par des guirlandes lumineuses et des bougies en un espace magique. Au lieu d'un dîner formel avec des places assignées, nous avons partagé un festin de style familial autour d'une longue table de ferme. La conversation a coulé naturellement, ponctuée de rires et parfois de larmes alors que des toasts étaient portés. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai regardé les visages de ceux qui avaient choisi d'être là, qui nous avaient choisis. Dans mon travail de documentariste, j'ai appris que les histoires les plus puissantes se trouvent souvent dans des endroits inattendus, ai-je dit. Les liens les plus significatifs se forment lorsque nous sommes assez courageux pour être authentiquement nous-mêmes. Chacun dans cette pièce m'a montré à quoi ressemble une vraie famille, non définie par le sang ou l'obligation, mais par l'acceptation et l'amour sans condition. J'ai levé mon verre vers mon grand-père. Thomas, tu m'as appris que défendre sa vérité vaut le prix que l'on paie. Merci de te tenir à mes côtés aujourd'hui. La soirée a évolué naturellement en une célébration qui reflétait qui nous étions vraiment. Après le dîner, le père d'Alex, Franck, a sorti sa guitare et une session de musique impromptue a commencé. Alex a joué du piano sur un vieux piano droit dans le coin tandis que Sanjay contribuait à la percussion sur des tambours de fortune. Certains d'entre nous ont dansé, d'autres ont chanté, et Devon a tout capturé avec sa sensibilité artistique caractéristique. À l'approche de minuit, nous sommes sortis pour nous asseoir autour d'un foyer sous des étoiles qui semblaient assez proches pour être touchées. La conversation est devenue philosophique, puis stupide, puis de nouveau profonde. Le genre de connexion humaine authentique que j'avais toujours essayé de capturer dans mes documentaires. En regardant le cercle de visages éclairés par le feu, j'ai réalisé que nous avions créé quelque chose que mes parents ne pourraient jamais comprendre. Une célébration définie non pas par son apparence, mais par sa vérité émotionnelle. Il n'y avait pas de moment parfait pour les réseaux sociaux, pas d'opportunité de réseautage stratégique, pas de performance pour l'approbation des autres. Au lieu de cela, il y avait de la joie, une connexion sincère et le sentiment palpable que toutes les personnes présentes étaient exactement là où elles devaient être. La vidéo de mariage que Devon a créée par la suite n'était initialement pas destinée à une diffusion publique. Il a compilé les images comme un cadeau personnel pour nous, sa sensibilité artistique transformant des moments ordinaires en poésie visuelle. L'œuvre finale a capturé non seulement les événements de la journée,
mais leur essence émotionnelle, l'authenticité qui avait défini notre célébration. Quand Devon a demandé s'il pouvait soumettre la vidéo à un petit festival de films axés sur le documentaire personnel, nous avons accepté sans trop réfléchir. Son travail méritait d'être reconnu et nous étions fiers de la journée qu'il avait capturée. Aucun de nous n'a anticipé ce qui allait se passer ensuite. Le festival a sélectionné la soumission de Devon non seulement pour l'inclure, mais comme une pièce maîtresse. La projection a reçu une réponse écrasante, des membres du public approchant Devon par la suite pour partager à quel point ils avaient été émus. Il y a quelque chose de révolutionnaire à assister à un amour sincère qui se célèbre sans performance, a écrit un critique. À une époque de mariage parfait pour Instagram, ce film nous rappelle ce que ces cérémonies sont censées être. À partir de là, les choses ont bougé avec une rapidité surprenante. Un site web de mariage populaire a présenté le film dans un article sur les célébrations authentiques. Un blog de style de vie l'a partagé comme un exemple d'alternative significative aux cérémonies traditionnelles. En quelques semaines, la vidéo avait été vue plus de 2 millions de fois sur diverses plateformes, avec des commentaires affluents de personnes du monde entier. Ça m'a fait pleurer. C'est si réel comparé au faux mariage partout sur les réseaux sociaux. Je veux ce genre de célébration, entouré de gens qui me voient et m'aiment vraiment. La façon dont ils se regardent, aucun photographe ne pourrait mettre en scène ce genre de connexion. L'ironie ne m'a pas échappé. Tandis que le mariage sur la plage de ma sœur, minutieusement planifié et largement photographié, avait recueilli les compliments attendus du cercle social de nos parents, notre petite célébration authentique avait résonné auprès d'étrangers d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Alex et moi avons discuté de l'attention inattendue autour d'un petit déjeuner un matin, une semaine après que la vidéo soit devenue virale. Comment te sens-tu à l'idée que tous ces gens regardent notre mariage, a demandé Alex en me passant du café dans ma tasse ébréchée préférée. J'ai réfléchi à la question avec soin. C'est étrange, mais pas dans le mauvais sens. Ce à quoi ils réagissent, c'est l'authenticité, pas nous spécifiquement. Et il y a quelque chose de puissant à montrer aux gens une alternative au complexe industriel du mariage. Alex a souri. De plus, ta famille allait forcément le voir un jour. Es-tu prêt pour ça? La question est restée en suspens entre nous alors que je sirotais mon café. Étais-je prêt à ce que mes parents assistent à la célébration à laquelle ils n'avaient pas été invités? À ce que ma sœur voie à quoi ressemblait un mariage lorsqu'il n'était pas conçu pour une approbation extérieure? À ce que la famille élargie qui s'était réunie à Malibu sans moi réalise que j'avais créé ma propre cérémonie significative? Oui, ai-je finalement dit. Je pense que je le suis. La première indication que ma famille avait découvert la vidéo est venue 3 jours plus tard, un SMS de Jamie qui se composait entièrement de points d'exclamation suivis de « C'est toi ?» Dans cette vidéo de mariage que tout le monde partage? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu t'étais marié? Ça a l'air incroyable. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a commencé à s'allumer de notifications. Des membres de la famille élargie à qui je parlais rarement voulaient soudainement se connecter. Des connaissances du lycée ont envoyé des messages de félicitations. Même quelques cousins éloignés qui avaient assisté au mariage d'Hélène ont tendu la main avec ce qui semblait être une chaleur sincère. Le téléphone arabe familial, toujours efficace, a fonctionné à une vitesse record. Le soir, ma mère appelait. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, pas tout à fait prêt pour cette conversation. Son message était exactement ce que j'attendais, contrôlé, mais contenant à peine sa fureur. Bradford, appelle-moi immédiatement. Cette situation de vidéo est complètement inappropriée. Tu as délibérément humilié la famille et nous devons discuter de la gestion des dégâts. J'ai attendu le lendemain matin pour la rappeler, me donnant le temps de me recentrer sur ma vérité. Comment as-tu pu faire ça, a-t-elle demandé sans salutation. Se marier sans nous le dire, c'est déjà assez grave, mais faire un tel spectacle public. La mère de Grégory m'a appelé, me demandant si c'était vraiment mon fils dans cette vidéo de mariage dont tout le monde parle. As-tu la moindre idée de l'image que cela nous donne? La culpabilité familière est montée automatiquement. La réponse programmée à la déception de ma mère qui avait été installée tout au long de mon enfance. Mais cette fois, je l'ai laissé passer à travers moi sans m'y accrocher. Bonjour à toi aussi, maman, ai-je dit calmement. Premièrement, je n'ai pas fait de spectacle public. Un ami a créé une magnifique vidéo qui a résonné auprès des gens. Deuxièmement, le mariage ne concernait pas vous ni l'image que cela vous donne. Mais ne même pas nous le dire, exclure ta propre famille.
L'hypocrisie était si stupéfiante que j'ai ri. Tu veux dire comme j'ai été exclu du mariage d'Hélène parce que je pourrais rendre les choses gênantes? C'était différent, a-t-elle insisté. Il y avait des considérations. Oui, ai-je interrompu, me surprenant moi-même par ma fermeté. La considération était que je ne correspondais pas à l'image que vous vouliez projeter. J'ai accepté cette décision. Vous devrez accepter la mienne. Plus tard dans la journée, mon père a appelé. Son approche était plus directe que la manipulation émotionnelle de ma mère. Ça a assez duré, Bradford, a-t-il dit, sa voix de négociation d'affaires en plein effet. Ta mère est contrariée, et franchement, cela se répercute mal sur nous tous. Cette vidéo doit être retirée. Ça n'arrivera pas, papa, ai-je répondu. La vidéo ne m'appartient pas. C'est l'œuvre artistique de Devon. De plus, elle a déjà été vue des millions de fois. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement effacer. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à ta sœur? Ses collègues de la fondation l'ont tous vu. Les gens font des comparaisons. Je n'avais pas envisagé cet aspect, que les gens du cercle social d'Hélène aient pu voir les deux mariages et tirer leurs propres conclusions. La pensée ne m'a procuré aucun plaisir. Malgré tout, je ne voulais pas causer de peine à ma sœur. Je n'ai jamais eu l'intention que la vidéo devienne virale, ai-je dit honnêtement. Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir célébré mon mariage d'une manière qui nous semblait authentique. L'appel le plus surprenant est venu d'Hélène elle-même, une semaine après que la vidéo ait commencé à circuler. Sa voix semblait différente de ce dont je me souvenais, plus tendue, plus contrôlée. J'ai vu ta vidéo de mariage, a-t-elle dit sans préambule. Je me doutais que tu le ferais, ai-je répondu, ne sachant pas quoi dire d'autre. Une longue pause a suivi, remplie d'années de mots non dits entre nous. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix s'était légèrement adoucie. Tu avais l'air heureux, Bradford. Vraiment heureux. Je l'étais. Je le suis, une autre pause, celle-ci plus lourde, avec ce qui semblait être du regret. J'aurais dû leur tenir tête, a-t-elle finalement dit, à propos de t'inviter à mon mariage. Je savais que c'était mal. L'aveu m'a stupéfié. Dans notre famille, reconnaître les erreurs, en particulier celles de nos parents, était pratiquement interdit. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé, non pas en accusant, mais sincèrement, voulant comprendre. Tu sais comment ils sont, a-t-elle soupiré. Et j'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce qu'ils veulent. C'était plus facile de suivre. Je me suis dit que tu n'apprécierais pas de toute façon. Tu as probablement raison sur ce point, ai-je concédé en pensant à la perfection mise en scène que j'avais entrevue à travers la diffusion en direct de J'aime. Ton mariage avait l'air si réel, a poursuivi Hélène. Tout le monde souriait et riait et était juste ensemble. Le mien avait l'air parfait sur les photos, mais c'était comme une performance du début à la fin. J'étais épuisé après. La conversation a marqué un changement subtil dans notre relation. Pas une réparation immédiate de tous les dégâts, mais une fissure dans le mur qui s'était dressée entre nous au fil des ans. Pendant ce temps, la vidéo continuait de générer des ondulations inattendues. Les parents de Grégory l'ont ironiquement mentionné lors d'une fonction caritative sans réaliser le lien. Avez-vous vu ce magnifique film de mariage en montagne que tout le monde partage, aurait demandé la mère de Grégory à ma mère. Une émotion si sincère. Rien à voir avec ces affaires surproduites qui ne sont que pour la frime. Ma mère se serait apparemment excusée pour aller aux toilettes plutôt que de répondre. Le plus surprenant a été l'attention professionnelle que la vidéo a suscitée. Un représentant d'une plateforme de streaming m'a contacté pour discuter d'une éventuelle série documentaire sur les célébrations non traditionnelles et la signification de la communauté dans la vie moderne. Le concept correspondait parfaitement au thème que j'explorais dans mon travail depuis des années. Comment les gens créent un sentiment d'appartenance lorsque les structures traditionnelles échouent. L'ironie ne m'a pas échappé. Mes parents avaient toujours craint que mon choix de carrière ne mène à l'embarras. Au lieu de cela, il apportait des opportunités qu'ils apprécieraient réellement s'ils pouvaient voir au-delà de leurs propres attentes rigides. Lorsque le contrat pour la série documentaire a été finalisé, j'ai appelé mes parents, leur offrant une chance de partager mon succès professionnel, même s'ils ne pouvaient pas apprécier le parcours personnel qui y avait mené. C'est bien, chérie, a dit ma mère, sa voix tendue par l'effort de trouver quelque chose de positif à dire. Je suppose que les choses s'arrangent à leur manière. C'est certain, ai-je acquiescé. Cependant, je devrais corriger une chose. Je n'étais pas en Europe pendant le mariage d'Hélène.
C'est ce que vous avez dit aux parents de Grégory, n'est-ce pas? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Bradford, a-t-elle finalement soupiré? Parfois, les situations sociales exigent certains ajustements à la vérité. Non, maman, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose que tu choisis de croire parce que c'est plus facile que d'être honnête. J'en ai fini avec cette approche. À l'avenir, je serai dans ta vie en tant que moi-même ou pas du tout. C'est ton choix. Ce n'était pas un ultimatum lancé avec colère, mais une limite énoncée avec une certitude calme. Pour la première fois peut-être, je ne cherchais pas son approbation ni n'essayais de gérer ses sentiments. J'énonçais simplement ma vérité et lui permettais de répondre comme elle le devait. Le changement de pouvoir était palpable. Pendant des années, j'avais été celui qui cherchait l'acceptation, faisant des concessions, essayant de m'intégrer dans des espaces trop étroits pour ma véritable personne. Maintenant, de manière inattendue, des membres de la famille tendaient la main, essayant de se connecter avec moi selon mes conditions. Des cousins ont posé des questions sur mon travail. Des tantes ont commenté la beauté de notre mariage. Même mon père, à sa manière guindée, s'est enquis de l'accord avec la plateforme de streaming. Le grand-père Thomas, ravi de cette tournure des événements, l'a qualifié de « troisième acte le plus satisfaisant que j'ai vu de toutes mes années ». Tu as fait ce que beaucoup ne parviennent jamais à faire, m'a-t-il dit. Tu as brisé le cycle de la recherche de validation là où elle n'a jamais été donnée librement. Ce n'est pas une petite victoire, Bradford. Cela ressemblait moins à une victoire qu'à une libération. La liberté de se tenir enfin fermement dans sa propre vérité sans excuse ni explication. Le chemin à parcourir avec ma famille restait incertain, mais pour la première fois, cette incertitude ne me semblait pas être mon fardeau à résoudre. 6 mois ont passé, apportant des changements que personne n'aurait pu prédire. Tandis qu'Alex et moi nous installions dans la vie conjugale et commencions à travailler sur la série documentaire, des ondulations continuaient de se propager dans mon système familial. Hélène a appelé un soir de début de printemps. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part? Juste nous deux. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café tranquille du Connecticut, à mi-chemin entre sa maison de banlieue et mon appartement de Brooklyn. Quand elle est arrivée, j'ai à peine reconnu ma sœur. Fini le brushing parfait et la tenue de créateur que j'attendais. Au lieu de cela, ses cheveux étaient simplement attachés en arrière, et elle portait un jean et un pull qui semblaient choisis pour le confort plutôt que pour l'apparence. Grégory et moi sommes en thérapie, a-t-elle annoncé après que nous ayons commandé du café. Les choses ne sont pas ce que je pensais qu'elles seraient. Elle a expliqué que leur mariage de conte de fées avait été suivi d'un mariage qui semblait de plus en plus vide. Grégory travaillait constamment. Leur conversation allait rarement au-delà des horaires et des obligations sociales, et la vie pour laquelle elle avait été élevée lui semblait creuse dans la réalité. Regarder ta vidéo de mariage, c'était comme recevoir de l'eau froide, a-t-elle admis. Tout le monde avait l'air si sincèrement heureux. Pas heureux pour Instagram ou pour les pages mondaines. Vraiment joyeux. J'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois que je m'étais senti comme ça. Je suis désolé que tu aies des difficultés, ai-je dit, le pensant. Mais je suis content que tu y fasses face au lieu de simplement maintenir les apparences. Elle a souri tristement. C'est la spécialité de la famille, n'est-ce pas? Maintenir les apparences à tout prix. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons parlé plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis l'enfance. Sur les attentes impossibles de nos parents. Sur les différentes manières dont nous avions chacun fait face, elle par une conformité parfaite, moi par une rébellion créative. Sur le lien sincère que nous avions partagé avant que la dynamique familiale ne nous sépare. Tu m'as manqué, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Le vrai toi, pas la version édulcorée que maman veut que tu sois. Tu m'as manqué aussi, ai-je répondu. Et pour ce que ça vaut, je pense que la vraie Hélène est plutôt géniale. Cette conversation a marqué le début d'une reconstruction prudente entre nous. Nous avons commencé par des SMS, puis des appels réguliers, nous redécouvrant progressivement en tant qu'adultes plutôt que les rôles assignés que nous avions joués dans notre drame familial. Le chemin de mes parents vers l'acceptation a été plus lent et plus inégal. Ma mère oscillait entre des tentatives de connexion et des retraits dans de vieux schémas lorsque la relation authentique devenait trop difficile. Mon père, étonnamment, a fait des progrès plus constants. Peut-être parce que ses attentes avaient toujours été plus directes que les manipulations émotionnelles complexes de ma mère. Je ne comprends toujours pas entièrement tes choix, a-t-il admis lors d'un appel téléphonique environ 6 mois après que la vidéo soit devenue virale.
Mais le travail que tu fais avec cette série documentaire, c'est impressionnant, Bradford. Tu as trouvé ton propre chemin, venant de lui, c'était presque révolutionnaire. La série documentaire elle-même est devenue une sorte d'agent de guérison. Intitulée « Célébration authentique », elle explorait comment des personnes de différentes cultures et circonstances créaient des rituels significatifs qui reflétaient leurs vraies valeurs plutôt que des attentes externes. Le premier épisode présentait notre mariage aux côtés de 3 autres célébrations non traditionnelles, chacune unique mais unies par leur authenticité émotionnelle. Lorsqu'il a été diffusé sur la plateforme de streaming, le grand-père Thomas a organisé une soirée de visionnage chez lui. À ma grande surprise, Hélène y a assisté, ainsi que quelques cousins et même mon père, qui s'est assis inconfortablement mais attentivement pendant toute la projection. Ma mère a décliné l'invitation mais a regardé plus tard en privé, envoyant un bref message par la suite. Ta narration était très articulée. De sa part, cela équivalait à un éloge enthousiaste. Le succès professionnel qui a suivi, acclamation de la critique, reconnaissance de l'industrie, opportunité pour des projets plus ambitieux, comptait moins pour moi que la croissance personnelle que le voyage avait déclenchée. J'avais appris des leçons qu'aucune approbation familiale n'aurait pu m'enseigner. Que l'authenticité se révèle toujours un jour. Mes parents avaient passé des décennies à cultiver une image parfaite. Pourtant, il n'a fallu qu'un seul moment sincère capturé sur film pour montrer le vide derrière leur façade soigneusement construite. Que le rejet peut être la porte d'entrée de votre plus grand bonheur. Si j'avais été inclus dans le mariage de ma sœur, Alex et moi aurions peut-être retardé notre propre cérémonie, attendant un moment propice insaisissable pour célébrer notre engagement. Que la famille est définie par l'acceptation, pas par le sang. Les personnes qui se sont rassemblées sur cette montagne pour être témoins de nos vœux m'avaient montré plus de soutien et de compréhension sincère que ceux qui partageaient mon ADN mais ne pouvaient pas partager ma réalité. Plus important encore, j'avais appris que vivre honnêtement crée sa propre validation. La liberté que j'avais trouvée en me libérant du besoin de l'approbation de mes parents m'avait permis de créer un art qui résonnait avec les autres d'une manière que mon moi soigneusement édité n'aurait jamais pu. Mon grand-père, dans sa sagesse caractéristique, a résumé la situation lors de notre dernière visite. La plus grande ironie est qu'en t'excluant, ils ont rendu possible la chose même qui les a finalement forcés à te voir. Parfois, le rejet n'est qu'une redirection vers l'endroit où tu appartiens réellement. Quant à Alex et moi, nous avons continué à construire notre vie ensemble, créant un travail qui comptait, nous entourant de personnes qui valorisaient l'authenticité et établissant de nouvelles traditions familiales qui reflétaient nos valeurs partagées plutôt que des attentes héritées. Quand Hélène a finalement quitté Grégory pour poursuivre une vie plus authentique, notre lien renforcé m'a permis de la soutenir à travers les retombées familiales. Je suis ton exemple, m'a-t-elle dit. Mieux vaut tard que jamais. Le chemin vers la guérison avec mes parents reste en cours. Parfois en progressant, parfois en régressant, toujours compliqué. J'ai appris à fixer des limites sans ressentiment et à accepter la connexion lorsqu'elle est offerte sans attendre la perfection. Certaines relations ne peuvent guérir que jusqu'à un certain point. Et c'est bien aussi. Que dirais-je à quelqu'un d'autre confronté au rejet familial? Que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir. Que créer votre propre célébration apporte souvent plus de joie que de forcer l'inclusion là où vous n'êtes pas désiré. Que l'authenticité, bien que parfois initialement douloureuse, crée finalement un espace pour les connexions dont vous avez réellement besoin. Plus important encore, je partagerai ce qui est devenu mon mantra tout au long de ce voyage. Votre histoire ne se termine pas par un rejet. Elle prend simplement un tournant inattendu vers l'endroit où vous êtes censé être. Et vous? Avez-vous déjà eu à choisir entre l'authenticité et l'approbation? Le rejet de quelqu'un vous a-t-il conduit à un endroit meilleur que son acceptation ne l'aurait fait? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de parcours de vie réels. Chaque fois que vous partagez votre vérité, vous aidez quelqu'un d'autre à trouver le courage de vivre la sienne. Merci de faire partie de cette communauté où les histoires authentiques comptent.